Human First, au cœur de l'humain. Alors, double applaudissement pour Jérémy Lamry, parce que Jérémy, c'est la dernière. Oui, venez. C'est la dernière intervention de la journée, avant la remise des trophées. Merci d'être là, CEO de Tomorrow Theory, cofondateur du Lab RH. Alors c'est un peu gonflé le thème qu'il nous propose est repris dans son bouquin. Il va nous emmener à 2040, alors qu'on a des difficultés à voir la fin de l'année. Bon, mais on va dézoomer avec vous pour voir, parce que 2040, il y a des objectifs environnementaux à la clé de décarbonation, pour voir comment vont se dessiner les transformations des entreprises au regard des bouleversements écologiques que l'on va connaître, bien évidemment, mais pas seulement, aussi technologiques, sociaux, dans toutes nos organisations. Et la question qu'on a envie de vous poser, et si ça pouvait bien se passer? On aimerait bien, hein. Alors, vous avez 18 minutes pour nous répondre à cette fameuse question, mais encore une fois, c'est gonflé, en fin de journée, de nous dire « je vous emmène à 2040 ». Vous vous rendez compte? Merci d'être là et vous avez 18 minutes. Merci beaucoup. C'est à vous, ça. Ça, c'est le mien, je le garde. Bonjour à toutes et à tous. Ça va, la fin de journée, pas trop dur? Bon, je suis content d'être avec vous. On va parler de 2040, mais quand on dit on va parler de 2040, c'est un bien grand mot parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passera en 2040. On n'a pas de boule de cristal. Et ce que j'entends beaucoup, une fois qu'on a fait ce constat, c'est du coup, ça ne sert à rien de s'y intéresser. Et c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord. Et je vous donne un exemple. Qui parmi vous pense que dans 10 ans, son métier sera tâche pour tâche exactement le même? Levez la main. Juste pour être sûr que vous êtes avec moi. Qui pense qu'il aura changé? Ok. Donc, qui pense parmi vous que votre travail aura changé, même un peu, dans 1 an? Ok. Donc, globalement, vous êtes dans cette logique où vous dites « ça va évoluer ». Qui parmi vous sait à quoi pourra ressembler son travail dans 10 ans? Donc, vous voyez, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a l'intuition qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, faire un travail de prospective, ça commence là. Ça commence par émettre une hypothèse. Là, c'est ce qu'on a fait ensemble. L'hypothèse, c'est les tâches qui constituent mon travail auront évolué d'ici 1 an ou 10 ans. Et donc, en fait, le travail de la prospective, ça va constituer à émettre des hypothèses pour pouvoir après élaborer des scénarios. Et c'est dans cette élaboration des scénarios que ça va être beaucoup plus riche que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que de manière générale, aujourd'hui, on va dire, tiens, on va se préparer à ça. Sauf que le monde, il n'est pas aussi linéaire et simple que ça. On ne peut plus se préparer à une seule chose. Ou si on doit se préparer à une seule chose, ça doit être l'incertitude. Donc, moi, j'aime beaucoup le concept d'incertitude parce que je le mets en tension avec le concept de risque. Donc, un risque, c'est une sorte de quantité de danger qu'on sait évaluer. Tu as 3 chances sur 4 de te planter. L'incertitude, elle n'est pas quantifiable. Il se pourrait que tu te plantes. Le cerveau humain n'est pas fait pour gérer l'incertitude. Le cerveau humain ne sait pas gérer l'incertitude. Et si je vous dis il y a 2 chances sur 3 que tu te plantes, vous vous positionnez et suivant votre degré d'aversion au risque, vous faites votre choix en fonction. Si je vous dis il se peut que vous vous plantiez, et d'un coup il y a beaucoup plus de gens qui ne vont rien faire, qui ne vont pas agir. Ils vont être un peu comme paralysés par ce sentiment d'inaction. Et donc, en fait, le travail qu'on va faire en prospective, c'est un travail qui va notamment constituer à essayer de transformer une partie de l'incertitude en risque. On va essayer de quantifier, de rationaliser, de structurer un petit peu tout ce gros truc qui est le changement pour essayer de comprendre ce changement, de quoi il peut être constitué. Et donc, un premier exemple, et merci à Antoine qui nous a donné beaucoup d'éléments sur les hypothèses qui vont arriver. Il vous a parlé d'une hypothèse qu'on appelle aujourd'hui probabiliste. Il est possible qu'en 2050, on connaisse des températures à 50 degrés. Dans les hypothèses, il y a 2 types d'hypothèses. Les hypothèses déterministes, dont on est à peu près sûr, et les hypothèses probabilistes. C'est pourrait que ça arrive. Je vous donne un exemple d'hypothèse déterministe.
le soleil se lèvera demain matin. Je suis à peu près sûr de mon coup. Le soleil devrait se lever demain matin. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux planifier mon avenir en disant tous les matins, je vais me réveiller avec le soleil. Il y aura le soleil, c'est un truc sur lequel je peux planifier. Ce genre de comportement, on émet des hypothèses qui sont des hypothèses plutôt déterministes, dans lesquelles on a vraiment confiance, et on planifie en fonction. Ça s'appelle le XXe siècle, pour faire simple. Une hypothèse probabiliste, c'est un petit peu différent. Une hypothèse probabiliste, c'est il se pourrait que je me casse la jambe la semaine prochaine. J'en ai aucune idée. Je touche du bois quand même. Je n'ai pas envie que ça arrive. Mais il se pourrait que je me casse la jambe la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde probabiliste? Je ne vais pas faire un plan en disant je vais me mettre une attelle tout de suite, je vais pas sortir, je ne vais pas bouger et je ne vais rien faire. Non. Dans le monde courant, parce qu'il y avait quand même des hypothèses probabilistes au XXe siècle, et bien face à une hypothèse probabiliste, dans le monde qu'on connaît, on prend une assurance. On s'assure pour le risque de se casser la jambe, par exemple. Le XXe siècle a fait la même chose pour l'emploi, hein. C'est-à-dire que vous êtes dans l'emploi, hypothèse, vous perdez votre emploi, c'est censé être à la marge dans la société, vous perdez votre emploi et donc on prévoit une assurance chômage. Aujourd'hui, en fait, à l'époque, quand l'assurance chômage a été mise en place, tout au début, d'abord dans les années 50 avec une évolution dans les années 70, le système était un système qui était relativement déterministe avec un petit degré de probabilisme. Il y a assez peu de chances que les gens perdent leur emploi parce qu'on garde un emploi 20 ans, 30 ans, etc. Et donc, globalement, l'économie est stable, c'est les 30 glorieuses, tout va bien. Aujourd'hui, les probabilités de perdre son emploi sont de plus en plus fortes. Donc, et ça ne veut pas dire qu'on n'en retrouvera pas, mais ça veut dire qu'on a des périodes de transition qui sont de plus en plus nombreuses. Eh bien, le modèle classique de l'assurance telle qu'elle était conçue ne peut probablement plus fonctionner. Parce que quand une hypothèse probabiliste, en fait, devient plus déterministe que probabiliste, le sujet de l'assurance ne convient plus. Il faut commencer à planifier, mais plus planifier sur le même sujet. Et c'est un peu là qu'on se trouve. Par exemple, ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, il se peut qu'en 2050, on vive dans un monde, enfin une France à 50 degrés. Il y a encore 10 ans, tout le monde rigolait. Là, ça fait quelques étés qu'on voit les températures dans certaines régions de France. Il y a beaucoup moins de gens qui rigolent. Cette hypothèse qui était très probabiliste devient de plus en plus déterministe. Mais ce n'est pas que l'écologie. On vit dans une période que le World Economic Forum appelle une période de polycrise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où avant dans le monde, on avait une crise, puis une autre, là en fait on fait plus efficace, on les empile. Et donc on a les crises et les menaces de crise. Et donc en fait on a la crise écologique, on a la crise technologique, les fake news par exemple, le sujet de la crise démocratique, comment les gens peuvent s'exprimer. On a le sujet des crises sociales, des crises financières, crises démographiques. Donc on a tout un tas de crises qui s'accumulent. Si vous regardez les travaux du World Economic Forum, on peut au total mettre une trentaine de crises les unes sur les autres. Certaines qui sont déjà là, d'autres qui sont larvées, latentes, et en tout plus de 30 crises. Moi je ne suis pas là pour vous pourrir la fin de journée, hein. En revanche, je pars du principe que si demain on doit aller vers un futur plus positif, ça passe forcément par résoudre les problèmes quand même. Ce n'est pas en se fermant les yeux. Moi, je connais des gens qui me disent mais en fait, je ne veux pas que tu me parles de ces choses-là parce que si je ne les connais pas, elles ne m'affectent pas. Et je leur dis je suis curieux de comprendre la manière dont tu comprends les règles de la physique. Parce qu'en fait, tu ne penses pas au dérèglement climatique, crois-moi qu'il va t'affecter quand même. Tu ne penses pas aux crises sociales et aux risques de guerre civile, crois-moi que si ça arrive, tu le sentiras passer. Donc tous ces enjeux-là, on est dedans, qu'on le veuille ou non. Et donc il se passe en psychologie, là je fais une petite parenthèse par le monde de la psychologie, quelque chose qui est classique pour les personnes qui savent faire de la gestion du changement, qu'on appelle la courbe du deuil. Donc la courbe du deuil, c'est une phase par laquelle on passe lorsque on vit quelque chose qui crée chez nous une émotion négative, qui souvent est plus proche de la souffrance, et qui vient mettre en cause, en gros, ce qu'on pensait du passé, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas le prolonger dans l'avenir, une forme de nostalgie. Vous avez d'ailleurs peut-être entendu parler que chez les jeunes, cette forme de nostalgie, c'est-à-dire ce blocage dans la courbe du deuil, apparaît sans avoir vécu les événements. C'est ce qu'on appelle de la solastalgie. La jeune génération est nostalgique des années 70. La solastalgie, c'est la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue. Moi, je dis, c'est qu'on n'a pas assez de problèmes encore. Donc, on a assez à faire avec ce qu'on a. Et donc, ce sujet de la courbe du deuil, il est très important parce que la courbe du deuil, donc, quand on vit cette souffrance,
on la connaît par défaut quand on perd un être cher, mais on la vit au quotidien. On a tous les jours des micro-courbes du deuil. Ce côté, au départ, on est un peu dans le déni. Ce côté, ça ne m'affecte pas, je ne le vois pas. Puis ensuite, vraiment des émotions très fortes qui vont aller, la tristesse, la colère, l'envie de négocier, de faire tout ce qu'on peut, à la fin une forme d'acceptation qui dit en fait, je vais reprendre les principes d'Épictète, ce qui ne dépend pas de moi ne doit pas m'affecter et je vais agir sur ce sur quoi je peux avoir un impact. Et donc moi, c'est le chemin que j'ai fait à titre personnel. Quand j'étais petit, je faisais des crises d'angoisse nocturne parce que j'avais peur que le futur soit terrible, qu'il y ait des guerres, que les gens meurent. J'en parlais ce matin, mais mes parents accueillaient tous les ans des enfants qui étaient victimes de Tchernobyl. Et donc j'ai grandi avec des enfants qui avaient été exposés aux radiations et ça m'a fait prendre conscience en fait qu'on était quand même sacrément chanceux dans un pays comme la France. D'une, parce que les radiations nous ont contournés, on le sait tous, et de deux, ils l'ont dit à la télé. Non, mais surtout parce qu'en fait, on vit dans une période de stabilité et on a, pour beaucoup, ancré l'idée que ça allait être comme ça pour toujours. Et là, ce qui se passe, c'est juste un rappel de la société et de la nature que non, les choses ne sont pas à l'équilibre pour toujours. Et tous ces sujets qu'on est en train de vivre, en fait, ils annoncent des crises comme on en a déjà connu beaucoup. Et le sujet, c'est quelle réponse collective on va mettre en place. Et moi, ce que j'aime dire, c'est quoi le projet ? C'est face à ça. Et donc, on a fait ce travail. Quand je dis on a fait, je suis réserviste au ministère des Armées. Et à côté de ça, moi, je l'ai fait aussi dans mon temps personnel. Mais on a créé, sur toutes ces années, un peu plus de 1200 scénarios différents. Donc, 1200 scénarios de comment est-ce que le monde pourrait tourner à horizon 2040. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a commencé ce travail il y a une dizaine d'années et que l'horizon se rapproche et que ça nous permet d'éliminer certains scénarios et d'en concentrer d'autres. Donc, là, ce que je vous dis, je vous demande de le prendre avec énormément de recul. Parce que dans ce que je vous dis, il y a des choses qui vont faire peur. Et c'est normal que ça vous fasse peur parce que c'est des sujets qui font peur. Mais il y a une différence entre ça me fait peur et c'est ce qui va arriver. Et c'est là-dessus qu'on doit placer la prospective. C'est une conscience de ce qui peut arriver, tout en étant conscient que ce n'est pas encore arrivé. Et que donc, potentiellement, on a encore la main. Donc, je me lance. Sur ces 1200 scénarios, il y a à peu près 900 scénarios dans lesquels on vit ce qu'on appelle un effondrement. Effondrement de notre système. Effondrement de notre système, ça veut dire que les institutions telles qu'on les connaît, l'équilibre tel qu'on les connaît, les supermarchés remplis, ça n'existe plus. Le système s'effondre. Et il y a plein de causes qui peuvent causer l'effondrement d'un système. Un astéroïde géant qui s'écrase sur Terre, une guerre civile prolongée, un renversement du gouvernement par l'armée. Donc on a identifié plein de causes qui pourraient provoquer ça. Il faut savoir que le dérèglement climatique, en fait, n'est jamais une cause directe de ces sujets-là, mais toujours un facteur d'aggravation. C'est-à-dire que le dérèglement climatique augmente les inégalités. Et en augmentant les inégalités, ça va augmenter la grogne sociale. Et en augmentant la grogne sociale, on vient mettre une pression sur les institutions, etc. Défiance dans les institutions. Donc il n'y a pas que le dérèglement climatique qui vient jouer sur les inégalités. Il y a les pressions, par exemple, une technologie comme l'intelligence artificielle, elle vient menacer des emplois. Et aujourd'hui, en menaçant des emplois, on ne sait pas dire si ça menace un emploi, 1000 emplois, 1 milliard d'emplois. La seule chose dont on est sûr en prospective, c'est qu'il n'y a pas besoin que l'IA prenne 100% des emplois pour mettre la société par terre. Il suffit qu'on coupe 15% des emplois et le modèle tel qu'on le connaît, il est plié. Et donc la réflexion, elle est plutôt là. C'est plutôt en fait à quel horizon de temps l'équilibre ne tient plus. Et donc pour les individus, on est dans une société grosso modo où ce qui compte, c'est que vous consommiez, c'est qu'on consomme, et on consomme quand on a des revenus. Et les entreprises font des profits parce que les gens consomment. Tout ça, c'est un truc qui se tient bien. Et les gens ont des revenus parce qu'ils ont un boulot. Et donc, en fait, ce cycle a intérêt à continuer à se tenir un moment, tant qu'on est dans une société de consommation, en gros. Et les scénarios d'effondrement, c'est les scénarios principalement dans lesquels cette équation-là ne tient plus. Ça ne marche plus. On n'a pas anticipé assez, on n'a pas préparé assez. Dans les autres familles de scénarios, donc il y a 4 autres familles de scénarios au-delà de l'effondrement. Et attention, encore une fois, je vous ai dit 900 scénarios sur 1200, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a plus de chances que le monde s'effondre que le monde ne s'effondre pas. D'une part, c'est un boulot qu'on a fait avec l'armée, donc ils sont plus portés sur le risque, parce que des scénarios, on peut en faire des millions. Et d'autre part, c'est pas parce qu'il y a 3/4 des scénarios qui portent sur l'effondrement qu'on a 3/4 de chances de s'effondrer. C'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est important à comprendre. Ensuite, dans les scénarios qui restent, on va avoir à peu près, de mémoire, 140 scénarios qui vont plutôt porter sur la dystopie. Alors la dystopie, c'est un modèle dans lequel le système ne s'effondre pas, il tient.
Mais à quel coût? Eh bien, au prix des libertés individuelles. Et c'est un système dans lequel, en fait, on abandonne nos libertés individuelles au nom d'une société, au nom d'un fonctionnement collectif. Je vous donne un exemple très simple d'une dystopie technologique probable. Imaginez, on est en 2035. L'IA commence à prendre plein d'emplois parce qu'elle devient très performante, l'IA et la robotique. Et en fait, en France, dans un pays comme la France, on se dit « oulala, mais ça devient critique, là, en fait, le système est plus équilibré. Comment on va faire pour reclasser tous ces gens-là ? On ne peut pas assez faire de maintien dans l'emploi, on ne peut pas faire de la reconversion assez rapidement. Comment on fait ?» Et là, vous avez un grand sauveur, Elon Musk, qui arrive et qui vous dit « vous savez, moi, j'ai développé une technologie, je mets des puces dans le cerveau des gens, et avec ça, en 2 mois, je vous les réhabilite. Je fais une réhabilitation cognitive et vous pouvez les remettre au boulot. » Et bien, dans un pays qui est ras la gorge, qu'est-ce qui risque de se passer? La France, peut-être pas, on ne sait pas. Mais c'est de dire, en fait, tous les chômeurs de longue durée, une puce dans le cerveau et ils repartent au boulot. Et donc là, c'est typiquement une partie de la population qui doit abandonner ses libertés individuelles. Mais ça marcherait dans l'autre sens, une économie où il n'y a que les élites qui peuvent se payer une augmentation ou des choses comme ça, et qui augmenterait encore plus les inégalités. On a des dystopies qui ne sont pas technologiques. Donc, un exemple de dystopie complètement improbable, imaginez un pays de l'OCDE, donc un pays qui est plutôt, a priori, à tendance démocratique, qui déciderait demain de couper toute forme d'initiative en diversité et inclusion. Heureusement, on ne vit pas dans ce monde-là, mais ça pourrait arriver. Non, je rigole, je parle des États-Unis, vous l'aurez compris. Et donc, en fait, on voit en fait que sur certaines hypothèses, nous, il y avait des choses qu'on n'avait pas anticipées. Donc c'est normal. Mais par exemple, en fait, quand on pensait à une chute brutale des libertés individuelles et des droits et de la reconnaissance et de l'inclusion, on pensait à des pays comme l'Afghanistan. On ne pensait pas à un pays comme les États-Unis. Et donc ça ouvre des sujets comme « et pourquoi pas la France, en fait, demain ?» Et pourquoi pas la France demain? Et donc tous ces sujets-là, c'est un peu ce sujet de la dystopie. Elle n'est pas forcément technologique. Ça peut aussi être une forme de quasi d'intégrisme, de retour en fait à des valeurs qui ne sont pas des valeurs collectives. Il y a un troisième sujet, et celui-là, c'est celui que je garde parce que c'est celui dans lequel on va aller. C'est ce qu'on appelle le néo-humanisme. C'est les scénarios plutôt cool. Et il y a 2 autres familles de scénarios où on peut passer rapidement. Un quatrième, qui moi est mon préféré, mais vous comprendrez qu'on passe vite dessus, ça s'appelle la décroissance consciente. La décroissance consciente, c'est un scénario dans lequel tous les acteurs du monde entier se mettent autour d'une table et disent « oh là là, on fait quand même plein de bêtises avec le climat, avec la société, on va arrêter l'hypercroissance, on va arrêter l'extractivisme et on va créer une super société et on va faire ça cette année. » On a, je crois, 4 scénarios sur les 1200 qui correspondent à ça. On a compris en fait que même si c'était ce qui était le plus souhaitable, c'est certainement ce qui n'est pas le plus probable. Et donc en fait, c'est important, c'est-à-dire d'imaginer des futurs souhaitables, des futurs dont on a envie. Mais c'est aussi important d'essayer d'y mettre un degré de réalisme à quel point c'est atteignable en fait, avec le monde dont on dispose qui parfois n'est pas tip-top. Et une cinquième famille qui est tout ce qui va être très hautement improbable. Les choses auxquelles on refuse de s'ouvrir à tel point que de manière générale, on ne les prend jamais en compte en prospective. Un exemple simple, premier contact extraterrestre. Je vous garantis que quand au départ on commençait à parler de ça à l'armée, ils disent « non mais les gars, on n'a pas le temps, on bosse là ». Et moi je dis « mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce que vous avez des preuves que les extraterrestres n'existent pas ? Donc en termes d'exercice prospectif, pourquoi ne pas s'ouvrir à cette possibilité ? Et puis après, il suffit de dire que la CIA a déjà travaillé sur plus de 2000 scénarios de premier contact avec des extraterrestres pour que l'armée française dise « bon allez, ok, d'accord, on va regarder ». Autre exemple, et ça touche par exemple à notre compréhension des lois de la physique, on découvre qu'il existe une infinité d'univers parallèles et que nous sommes un univers parmi des milliers d'autres et que donc potentiellement, il existe une infinité de versions de chacun de nous. Imaginez qu'on arrive à le prouver, voire même qu'on arrive à entrer en contact avec des univers parallèles. Je vais dire c'est très peu probable, mais pourquoi pas ? Eh bien, ça pourrait potentiellement changer le rapport qu'on a les uns envers les autres, le rapport envers nous-mêmes, le rapport qu'on a envers... Est-ce qu'en fait, dans ce cadre-là, finalement, s'il existe une infinité de choses, tout est rien, est-ce que c'est normal que j'ai structuré ma vie autour de l'idée de bosser 40 heures par semaine ? Donc pour quelqu'un pour un projet qui ne me profite que très peu à moi. Donc ça poserait beaucoup de questions comme ça. Donc on en a plein des questions comme ça. Imaginez, on arrive à prouver par la science que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. L'un ou l'autre, l'un comme l'autre, ce serait probablement un gros sujet dans nos sociétés. Tous ces scénarios-là, toutes ces hypothèses-là créent des scénarios
qui sont des scénarios qu'on appelle transcendants. C'est-à-dire que ça bouleverse très profondément les croyances, les dogmes avec lesquels notre société s'est construite. Et ça change le paradigme de civilisation dans lequel on entre. Notre civilisation, telle qu'elle est, depuis la Renaissance à minima, s'est construite sur une croyance très très forte que la liberté individuelle est permise par le progrès technique. Et donc la croyance profonde de ce système, c'est que en fait, la liberté individuelle est quelque chose à rechercher. Et le progrès technique permettant cette liberté individuelle, plus de progrès technique va permettre plus de liberté individuelle. On voit bien aujourd'hui, en 2025, que plus de progrès technique apporte de la liberté individuelle probablement à quelques-uns, mais que le sujet ne profite plus à tout le monde. En général, en étude des civilisations, on se rend compte que c'est dans ce moment-là, à partir du moment où il y a suffisamment de gens qui ne croient plus dans le narratif collectif, qu'on commence à basculer vers un autre narratif. Et donc la question, quand je dis c'est quoi le projet, c'est quoi le narratif demain? Est-ce que le narratif demain, c'est de se dire, en fait, on va vivre dans une société où il est normal que seulement quelques personnes aient le pouvoir parce que c'est les mieux à même de décider pour nous, et tout le monde doit en fait faire ce qui est dit. Autre exemple, une IA décidera de tout parce que l'IA, en fait, elle n'a pas les biais de l'humain. On a plein d'idées comme ça. Nous, dans les scénarios, donc je reviens sur la troisième famille, les scénarios néo-humanistes. Et dans le néo-humanisme, en fait, le principe, il est assez simple. C'est se dire qu'on se projette en 2040, non pas dans une société qui est terrible, qui s'est effondrée, qui est pire, ni dans une société qui est parfaitement utopiste, mais dans une société qui essaye de résoudre ses problèmes, qui fait de l'amélioration continue, qui essaye de faire un peu mieux, sur tous les sujets. Globalement, une société qui travaille activement à résoudre toutes les inégalités et toutes les fractures, quelles qu'elles soient. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une approche néo-humaniste. Une approche dans laquelle on se dit, en fait, pour refaire société, il faut littéralement refaire société. Et pour faire société, il faut comprendre les conditions de la survie de l'individu et du collectif. Et les conditions de l'épanouissement de l'individu et du collectif. C'est des messages qui parlent plus facilement à des RH, mais c'est des messages qu'on doit porter partout aujourd'hui. Dans tous ces scénarios néo-humanistes, moi, il y en a un que j'ai identifié comme souhaitable et atteignable. C'est celui que j'appelle le scénario de l'économie quaternaire. Et c'est celui que je développe le plus dans l'ouvrage. Pourquoi quaternaire? Parce qu'en fait, j'ai la conviction, je vous ai dit, on est à un basculement là. Il y a beaucoup de gens qui disent ce système-là, il ne fonctionne plus pour moi. Et donc le sujet, c'est quoi le prochain système? Et bien pour moi, le prochain système, c'est un système qui en soi n'est pas complètement différent de celui-ci, mais qui bâtit sur celui-ci pour être un peu plus. L'indicateur clé aujourd'hui qui permet de mesurer la santé de notre monde, c'est le PIB. C'est triste, mais c'est vrai. Donc le produit intérieur brut, autrement dit la création de valeur économique, c'est celui avec lequel on dit bon, le monde va plutôt bien ou le monde va pas bien. Alors que bon, on voit bien quand on regarde l'assèchement des marées, quand on regarde on va prendre les limites planétaires de manière générale. Quand on regarde les 9 limites planétaires, on voit bien que le monde va pas très très bien quand même, et ça n'a pas l'air d'alarmer plus que ça. Quand on voit que des personnes travaillent à plein temps et qu'elles n'arrivent pas à finir le mois parce qu'en fait leur salaire ne leur permet pas de vivre à la fin du mois, on se dit il y a un problème en fait, il y a un problème de contrat social, il y a un problème de société. Et des sujets comme ça, on en a de plus en plus. Et donc le sujet du quaternaire, c'est un sujet dans lequel on se dit en fait le modèle du XXe siècle est arrivé à son terme. Le modèle du XXe siècle, c'est on est dans l'emploi ou le non-emploi, il est terminé. Je porte la conviction profonde que si on garde le système tel qu'il est, il ne faudra pas attendre 2040 pour qu'on ait une guerre civile massive et un retournement profond de la société. Et là, quand je vous parle d'une guerre civile massive, je ne vous parle pas d'un blocage de rond-point. Je vous parle vraiment d'un retournement extrêmement fort parce que quand des gens jouent le jeu en bossant à plein temps tout le mois et qui ne peuvent même pas payer leur loyer, et là, en fait, vous vous dites qu'il y a des gens qui vont se dire je suis prêt à tout casser si ça peut en fait me permettre d'avoir une situation un peu meilleure. Et donc ce quaternaire, il ouvre autre chose. L'économie primaire, c'est l'agriculture. En 1881, quand le tracteur est apparu, il a permis de faire, avec un chauffeur en 1 heure, ce que 50 personnes mettaient 8 heures à faire à la main. Chaque personne remplaçait 400 ouvriers agricoles. Transformation très profonde, mais pas très problématique en soi, puisque la même innovation qui a permis le tracteur, le moteur en l'occurrence, a permis de créer aussi le secteur industriel. Et donc, en fait, on a eu ce qu'on appelle un déversement des ouvriers agricoles qui sont devenus des ouvriers industriels. Et ce système est arrivé à maturité à peu près dans les années 40-50 dans les pays de l'OCDE. Encore une fois, à chaque fois, ce que je précise, c'est une pensée très occidentale que je délivre aujourd'hui et je l'assume.
Donc, dans les années 50, arrivée de l'informatique, qui crée 2 bouleversements massifs dans les pays de l'OCDE. Premièrement, accélération de l'automatisation, et donc début de la désindustrialisation, ou plutôt début de la perte d'emplois industriels massive, et le début de la délocalisation. Pourquoi? Parce que l'informatique a permis de communiquer à l'autre bout du monde pour pas très cher, et donc d'aller produire pour pas très cher à l'autre bout du monde, tout en pouvant communiquer. Et donc ça a ouvert 2 grandes transformations majeures qui ont également ouvert, les technologies de la communication ont permis d'ouvrir le secteur des services très largement, le secteur tertiaire. Aujourd'hui, le secteur tertiaire est à maturité, avec 82% de la population active française qui travaille dans le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire est l'un des secteurs les plus exposés dans les 10 prochaines années à l'intelligence artificielle, 82% de la population active. Et comme je vous dis, il n'y a pas besoin que l'IA prenne 82% des actifs. Hein. Donc le vrai sujet, c'est se dire, OK, il y a des personnes qui vont perdre leur emploi, des personnes qui ne savent faire que ça. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Oui, il va y avoir des emplois qui vont se créer, probablement beaucoup d'emplois très qualifiés, et il peut y avoir des emplois peu qualifiés qui se créent, mais on voit que les emplois peu qualifiés ne payent plus, de toute façon, ne payent plus suffisamment pour vivre. Et donc, en fait, on a besoin d'accéder à un retournement du modèle. Ce retournement du modèle, c'est ce que j'appelle, moi, de mes voeux, que j'appelle le revenu contributif. À ne pas confondre avec le revenu universel. Le revenu universel, c'est on ouvre l'échiquier, on donne l'argent à tout le monde et on voit ce qui se passe. Le revenu contributif, c'est un peu différent. C'est une économie dans laquelle on se dit, il y a tout un tas d'activités qui permettent le vivre ensemble aujourd'hui. L'éducation, la santé, la solidarité, l'écologie, la sécurité. Tous ces sujets-là sont des sujets qui créent de la valeur profonde pour la société. Aujourd'hui, qu'on ne voit pas trop dans l'indicateur principal, mais ça ne tient qu'à nous de mettre d'autres indicateurs. Eh bien, il est normal que quand une personne en fait, contribue à l'amélioration de ces sujets-là, elle puisse en vivre dignement. Ça, c'est un peu le nouveau contrat avec lequel on veut travailler pour la période qui arrive. Et donc, le vrai sujet, c'est comment on finance un revenu contributif dans ce pays, comment on le met en place et comment ça coexiste avec des entreprises qui, elles, ont des enjeux de compétitivité à l'échelle mondiale parfois. Et donc tout ce sujet, moi c'est un sujet que je décris beaucoup, il y a énormément de pistes sur l'État, les organisations, les individus, comment chacun peut jouer sa part dans cette grande transition qu'on a à peine 15 ans pour mener. Et le vrai sujet aussi, c'est quel narratif on a envie de suivre demain. Et quand je dis quel narratif, aujourd'hui, le narratif qu'on suit tous, c'est le narratif américain. Un narratif dans lequel seule l'accélération est importante. Il ne faut pas être en retard sur l'IA. Vous le vivez tous dans le boîte. Il ne faut pas être en retard sur l'IA, sinon on va décrocher. Décrocher de quoi? Décrocher d'où? Décrocher d'une compétition mondiale qui est décidée par une économie américaine accélérationniste. Et donc, en fait, je pense que c'est ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire que dans ce scénario pour aller à 2040 vers un futur souhaitable, il y a certaines hypothèses fortes. Et je m'arrêterai là-dessus pour vous laisser cogiter là-dessus. Dans ces hypothèses fortes, il y a par exemple l'idée de rompre avec les États-Unis. En tant qu'Européens, sortir du dollar. Les BRICS sont sur le point de le faire. Il y a certaines grandes régions du monde en fait, qui souhaitent en fait, fonctionner de manière plus autonome. Et donc ça implique une forte régionalisation. Je vous donne un exemple très simple, BNP Paribas. BNP Paribas vient d'opérer une transformation de plus de 2 ans et demi sur la partie Personal Finance qui a visé à fermer les États-Unis qui était l'un de leurs business les plus rentables, quasiment fermer l'Amérique du Sud, réduire la Chine, réduire l'Afrique. Pourquoi? Parce que BNP Personal Finance, à partir de l'année à venir, sera concentré uniquement sur l'Europe. Pourquoi? Parce que la prospective de BNP Paribas a identifié que la fragmentation du monde fait partie d'hypothèses extrêmement probables et qu'il faut préparer ces scénarios dès maintenant pour pouvoir, en fait, demain, préparer une vraie résilience à l'échelle européenne. Donc tout à l'heure, Antoine, très intéressant parce qu'il a fini sur le sujet de la résilience et notamment notre résilience climatique. Moi, je m'intéresse beaucoup au sujet de la résilience systémique. Comment nos organisations se préparent aujourd'hui à un monde demain qui est fragmenté, incertain, en crise permanente. Et le vrai sujet, ce n'est pas comment les boîtes s'en sortent, c'est comment on fait pour que socialement tous on le vive bien. Et ça, c'est le gros enjeu. Et je pense que s'il y a une population dans l'entreprise qui peut aider à bouger vers ça, c'est la population RH. J'arrive à bout de temps, donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jérémy. Vos ouvrages à disposition, dont le 2040, 5 futurs possibles, comment s'y préparer. 15 ans, hein. 15 ans pour nous transformer. Moins de temps que ce qui nous sépare de l'an 2000 et c'était hier. Un grand merci. Merci. Human First. Human First. Au cœur de l'humain.